la guerre, attrape les formidables. Excellence TV. Bonjour chers internautes, bienvenue à vous sur votre chaîne Excellence Télévision. Encore l'émission Tout terrain dans ses actions avec votre journaliste ecclésiaste Kou Linfuka. Grand merci à mon partenaire Excellentia qui m'accompagne toujours dans toutes mes émissions. Eh bien, aujourd'hui, je vous retrouve, chers internautes, pour parler d'un sujet très intéressant. Je crois que c'est parmi les sujets à la une en République démocratique du Congo. Et il s'agit comme ça des réformes électorales en RDC. Les réformes électorales en RDC, pour ces thèmes, j'ai sur mon plateau le professeur Kipambala, on vous dit Jean-Francis Photios. Il est prêtre orthodoxe et professeur à l'université de Kinshasa. Bonjour cher professeur. Alors professeur, nous parlons des réformes électorales en RDC. Quel bilan pouvez-vous faire premièrement des élections qu'a connues ces pays? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tu dois savoir que le Congo a connu beaucoup de cycles électoraux depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Mais d'aucuns pensent qu'avant l'avènement de Joseph Kabila, il n'y a pas eu d'élection. Mais c'est une manière caricaturale de voir les choses. C'est vrai que depuis les années 60, il y a eu des élections, mais avec des structures différentes de celles d'aujourd'hui. En 60, c'était les Occidentaux, la Belgique qui a organisé les élections par notre demande. Et à l'époque de Mobutu, il y a eu aussi les élections. Mais ce qui était plus marqué par ces élections étaient des élections pas présidentielles, mais c'était souvent les élections législatives. Parce que la constitution déjà de l'époque de Mobutu donnait la possibilité, ne donnait pas la possibilité en réalité à tout Congolais de se présenter comme président de la République, parce que déjà l'impère avait comme principe celui qui est le président de l'impère, c'est celui qui doit aussi être candidat président de la République, pas candidat mais présenté par l'impère comme candidat à la présidentielle et directement parce que l'impère était le parti État, donc le président de l'impère était d'office président de la République. Mais je suis convaincu que nombreux sont ceux qui n'ont pas lutté dans les partis pour devenir président du parti, mais qui voulaient devenir président de la République. Et c'est comme ça, ça sautait bien aux yeux que celui qui veut devenir président de la République n'étant pas président de l'impère, et c'était déjà l'outrage conformément à la Constitution. Donc, et je suis un peu inquiet de voir que les présidents des partis, même jusqu'aujourd'hui, sont ceux qui sont des droits. Les présidents, les candidats à la présidentielle, au présidentiel. Nous ne voyons pas un seul parti politique qui choisit quelqu'un d'autre comme candidat président de la République que le président du parti lui-même. Donc, je ne vois pas une très grande différence de point de vue de la ontologique même, la différence entre l'impère et les autres partis politiques. Bon, là c'était la Deuxième République. Bon, la Deuxième République a eu à lutter pour les législatifs et cette manière de lutter a été une bonne manière, mais qui nous a causé trop de tort. On dit qu'à l'époque de Mobutu, les gens étaient libres de se présenter où ils voulaient. Mais attention, un parti politique où que la personne se retrouve peut être candidat. Alors que les Congolais tous étaient membres du MPR. C'est normal que, peu importe là où tu es dans ton parti, tu postules. Parce que l'MPR réunissait tous les Congolais, d'où qu'ils soient. Donc je ne vois pas, du point de vue ontologique, il n'y a pas encore de différence. C'est maintenant quand nous arrivons au moment où on a le multipartisme
que les différents partis politiques gardent la même structure de l'impair, mais en concurrence avec d'autres partis politiques. Quand nous arrivons avec Joseph Kabila, qui a organisé la République, parce qu'il ne faut pas que nous soyons malhonnêtes du point de vue scientifique, il faut se dire que les structures ou les institutions que nous avons actuellement sont des institutions mises en place par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Et ce qui est vrai, c'est qu'ils ont été c'était avec le concours d'autres politiciens, mais au moins c'est lui qui était le chef de l'État. Donc nous ne pouvons pas nier les flambeaux qu'il avait pour que nous ayons les institutions en place actuellement. Mais en fait, moi je trouve que les élections vont tant bien que mal, ça progresse, c'est pas négatif, c'est positif. Depuis les élections, bon, si on doit considérer l'époque du président Joseph Kabila, depuis les premières élections, vous pensez que la RDC a quand même fait une certaine fierté dans l'organisation de ces élections? Bon, je ne peux pas parler en termes de fierté, parce que en fait, le concept d'élection aussi est problématique du point de vue de ma discipline. C'est un concept qui est souvent utilisé par des juristes à temps et à contre-temps, et ce n'est pas un concept vraiment de droit. Bien que les droits constitutionnels utilisent beaucoup, ça se sert de ces concepts pour l'organisation de l'État, mais ce n'est pas un concept juridique. Ok, merci beaucoup monsieur le professeur. La question très à la une, il s'agit comme ça des élections en 2023. Pensez-vous que c'est prioritaire de parler déjà en ce moment des élections de 2023? On ne peut même pas parler de priorité parce qu'il y a une institution qui s'occupe des élections en RDC. Donc cette institution doit travailler. On ne peut pas parler de priorité comme s'il s'agissait d'un cadeau qu'un pouvoir donnerait au peuple congolais. Non. Il y a une institution, mais comment fonctionne cette institution? La question à se poser, ce n'est pas est-ce que les élections sont prioritaires ou pas, non, mais les élections sont déjà constitutionnellement établies. Okay. Donc on n'a pas à croire que si un pouvoir organisait les élections, comme d'ailleurs ce que le président Joseph Kabila a fait, il a instauré le régime, et avec ça il y a eu dans le régime la demande obligatoire des élections, mais ça ne peut pas être une priorité, c'est une donnée normale. C'est vraiment normal que les élections doivent aller selon les cycles. Maintenant, nous attendons le 4e cycle. Et vous savez, cher professeur, que le temps a été tellement dur depuis l'année 2020, avec la pandémie à coronavirus, et nous avons tellement accumulé des retards dans la préparation de l'organisation des élections de 2023. Jusqu'à présent, le nouveau président de la CENI n'est pas encore connu. Pensez-vous que c'est probable qu'il y ait élection en 2023? Mais, mon ami, je venais de dire que la CENI est une institution qui fonctionne. Manquer un président de la CENI pendant un moment ne signifie pas que l'institution ne fonctionnerait pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Okay. Donc la CENI existe. Si par exemple on dit que parce qu'il n'y a pas le président de la CENI, donc les choses n'ont pas marché, c'est Nanga qui est problématique. Parce que toutes les institutions en RDC sont dites être en place jusqu'à l'installation des autres. Et quand vous êtes en place, ce n'est pas pour dormir. Okay. C'est pour travailler. Donc Nanga, aujourd'hui Nanga continue à travailler jusqu'à l'installation de nouveaux animateurs. Donc on ne peut pas dire que parce que le président de la CENI n'est pas encore installé, que la structure ne fonctionne pas. Si la structure ne fonctionne pas, c'est que le président sortant doit être défaillant, parce que je ne sais pas si, à mon avis, je ne sais pas s'il y a déjà une ordonnance abrogeant l'ordonnance qui a institué Nanga, je ne sais pas. Peut-être politiquement, c'est comme ça que je veux dire, politiquement, il y a certaines choses qui ne sont pas juridiquement acceptables. Merci beaucoup, professeur. Vous êtes prêtre orthodoxe, et dites-moi, est-ce que l'Église
a réussi dans sa mission de désigner les animateurs de la CENI depuis les élections de 2006? L'Église désigne les gens qui se présentent. Et ceux qui sollicitent d'être président, membre de la CENI, l'Église ne choisit que les présidents. Donc dans la société civile, l'Église n'a qu'à choisir les présidents. Mais tous les prédécesseurs des présidents de la CENI travaillent bien. Il ne faut pas que l'on confonde des difficultés que les gens rencontrent à l'incompétence que les gens ont. Nous avons l'impression que le choix du président de la CENI par l'Église est souvent lié au pouvoir politique en place. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que les églises sont une société civile. Et surtout, il ne faut pas oublier que dans la structure qui est la nôtre, les églises sacerdotales, dont on a les évêques, je ne crois pas que les évêques puissent se permettre n'importe quoi. Les évêques n'ont à faire que le choix. Et si les évêques trouvent que la personne qui est choisie n'est pas la mienne indiquée, ils peuvent décrier, mais ils n'ont pas à faire quoi que ce soit, parce que les choix, c'est par rapport aux candidatures. Je ne crois pas que quelqu'un, un incompétent, puisse aller solliciter aussi pour devenir président d'une grande institution. Et comment pouvez-vous expliquer ce qui s'est produit avec Ronsard Malonda? C'est malheureux. Malheureux parce que nous devons regarder nos textes. Je ne vois pas quand la Cour constitutionnelle a proclamé président, a donné les résultats définitifs, que même Fayoulou qui dit qu'il est président élu, que les peuples puissent suivre Fayoulou. De la même manière avec ce qui se concerne. Si les églises, entre eux, il y a eu des tiraillements contre certaines églises ou certains responsables des églises ont eu à réfuter Malonda ou à le refuser, cela ne devrait pas porter préjudice jusqu'à faire tout ce que nous avons eu. Mais c'était malheureux. Cela ne veut pas dire que Malonda a été incompétent ou quoi, mais ce sont des supputations. Et Malonda pourra continuer ce qu'il est en train de faire et on choisira une autre personne. Mais sachez-le que quand on fait un choix, les choix ne doivent pas être unanimes, sinon ça ne serait même plus une république. Il faut des choix qui soient contestés. Moi, je ne trouve aucun mal qu'on conteste quelqu'un, mais il revient à la personne qui a été contestée de bien travailler pour arriver à donner des résultats escomptés. La seule chose qui est inquiétante pour notre pays, c'est que toutes les proclamations de résultats de l'élection présidentielle ont des contestations un peu plus violentes. Ce n'est pas des contestations psychologiques de l'autosatisfaction du candidat pour dire que c'est moi qui aurais dû être, bon, on empêche que quelqu'un d'autre est entré. Mais c'est vraiment une contestation qui prouve à suffisance que les présidents de la CENI, bon, pas les présidents, la CENI ne s'organise pas à préparer les esprits pour que les esprits arrivent à accepter les résultats. Parce qu'une contestation peut être liée à l'organisation même de l'élection. Bon. Il faut maintenant aussi qu'on distingue souvent les votes et l'élection. Tout le monde pense que le fait d'aller d'aller aux urnes et les noms de la personne qu'il a eu à glisser, à voter, c'est la personne qui doit être élue. Non, il y a une différence entre élection et vote. Okay. Mais, excusez-moi de continuer, mais notre commission, la CENI, n'est pas pour les votes. Elle organise les votes, mais la finalité de ces votes, c'est élire. Bon, il faut chercher maintenant à
à définir ce que c'est l'élection. Là, c'est trop technique. Et puis, j'ai écrit d'ailleurs un livre sur ça. Et j'ai écrit des articles pour ce qui concerne les élections. Mais alors, il faut vraiment que les gens soient habitués à savoir que quelqu'un, surtout au législatif, quelqu'un peut être massivement voté, mais il n'est pas un élu. Concernant l'adoption de la loi, parce qu'on peut prendre la proportionnalité, tout ce qu'on peut prendre, tu peux avoir beaucoup de voix, mais tu n'es pas un élu parce que votre parti n'a pas atteint le seuil. Et la Cour constitutionnelle doit être aussi prudente à savoir que quand elle traite les contentieux, surtout pour les législatifs, elle doit avoir l'œil sur les modes de scrutin. Est-ce que c'était la proportionnalité? Surtout, ils doivent être informés de cela et être bien informés. Sinon, ils vont valider, invalider, comme les théâtres que nous avons assisté, auxquels nous avons assisté. Et comme aussi ce que nous venons d'assister actuellement concernant les parlements, comment on peut tu vois, tout ça c'est lié à la moralité aussi et à la discipline de la Cour qui doit être informée et bien informée. Merci beaucoup, professeur. Chers internautes, vous suivez comme ça l'émission Tout Terrain avec Ecclésiaste Koulinfouka. Nous parlons des réformes électorales en République démocratique du Congo et j'ai comme invité le professeur Kipambala Foudi Jean-Francis Photios, prêtre orthodoxe et professeur à l'université de Kinshasa. Alors, professeur, comme nous parlons des réformes électorales en RDC, que pensez-vous de cette question à la une aujourd'hui dans notre pays? Oui, merci beaucoup. Il y a deux petites questions qui sont venues à l'esprit au moment où tu parlais. Je me demande qui veut une réforme. La réforme est demandée par qui? Par ceux qui étaient élus. Et s'ils étaient élus, ils sont convaincus qu'ils étaient bien élus. Comment ils peuvent imaginer une réforme? Okay. Et deuxièmement, quelle est l'expérience qu'ils ont eu à porter qui fait qu'ils doutent même de tout ce qui s'est passé avant? Ce sont les deux petites questions qui me sont venues à l'esprit. Et je me dis qu'un candidat malheureux puisse imaginer une réforme, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre parce qu'au moins il est convaincu qu'il y a tel aspect qui n'était pas observé pour que je ne fusse pas être élu. Mais ceux qui sont élus, s'ils cherchent à modifier la loi ou à réformer la manière dont se passeraient les élections, ça m'inquiète, moi particulièrement, ça m'inquiète. C'est qu'ils donnent raison à ceux qui doutent de leur pouvoir et de leur réussite ou de leurs résultats. Alors c'est là que je me demande, mais réformer les institutions pour ce qui concerne les élections, il faudrait voir la CENI elle-même. Hein? C'est parce que c'est la CENI qui a en réalité la clé de voûte, qui peut voir pour quel motif les résultats ont été contestés. Et la CENI qui y a travaillé peut proposer. Mais moi, je ne comprends pas que les politiciens puissent proposer, parce qu'ils ne sont pas les agents techniques bon, on ne refuse pas l'intelligence de quelqu'un, mais au moins à l'intérieur de la CENI, il y a des choses que la CENI elle-même peut présenter aux élus. Voilà, il y a telle difficulté qui a fait que nous aboutissions à tel résultat. Mais celui qui n'a eu qu'à déposer sa candidature et attendre les résultats, s'il doit chercher à nous dire, à dire à la CENI ce que la CENI doit faire, oui, ce sont des propositions, mais ça ne doit pas être une obligation de réforme. Je doute fort bien que
les cadeaux que les politiciens veulent offrir à la CENI soient un bon cadeau. C'est trop calculateur pour moi, je crois que c'est trop calculateur. Il faudrait que les responsables de la CENI puissent eux-mêmes, parce que c'est une institution à part entière, c'est une institution qui doit d'abord commencer par s'auto-évaluer et évaluer la situation. Et en ce moment-là, les autres peuvent suggérer. Mais ils suggèrent quoi que la CENI a déjà donné comme difficulté? Je ne sais pas. Merci beaucoup, professeur Kipambala. Mes chaleureuses salutations à Anaël Amadi qui me suit en direct. Monsieur le professeur, êtes-vous contre ou pour les réformes? Oui, je suis pour les réformes. Mais maintenant, la question que je me pose, elle vient d'où? La source de ces réformes. Il y a l'opposition qui propose des réformes avec Martin Fayulu notamment. Il y a aussi le pouvoir en place qui propose. Oui, je me dis, il fallait, et tu as raison, c'est pourquoi je dis, toute réforme est acceptable pourvu qu'elle ait une source fiable. Je me rappelle que le chef de l'État, dès ses premières interventions après son élection, il a proposé aussi les réformes électorales. J'étais inquiet, moi particulièrement, j'étais inquiet parce que je me suis dit qu'il venait d'être élu. C'est qu'il donne raison à Fayulu qui refuse les résultats au comment. Non, c'est bien. Moi, je ne refuse pas qu'il y ait réforme, mais que la CENI, avec ses animateurs, puisse proposer des réformes. Et maintenant, les acteurs politiques peuvent maintenant saisir l'occasion d'aider la CENI à retrouver ce qu'elle veut. Parce que c'est la CENI qui est responsable et non les politiciens. Quoique certains amis, les juristes et les autres collègues vont dire que non, c'est une institution indépendante bien sûr, mais qui dépend de la politique. Non, ça ne dépend pas de la politique parce que quelqu'un peut venir aujourd'hui avec une table rase, la taboula rasa, il nous impose quelque chose, les droits vont suivre, non, tout le monde va suivre ce que cette personne va faire. Nous avons vu avec Laurent Désiré Kabila, il est entré, il a tout chambardé et nous ne suivions plus la constitution de Mobutu. Donc il faudrait que chaque institution puisse travailler, surtout la CENI, elle doit dire quels sont les réels. Mais maintenant, à supposer que la CENI dise que c'est le pouvoir exécutif qui mène le désordre. Qu'est-ce que le pouvoir exécutif va dire? Merci beaucoup, cher professeur. En ce qui vous concerne, vous personnellement, par rapport à tout ce que vous avez aussi à vivre dans l'organisation de nos élections en RDC, à quel niveau peut intervenir les réformes selon vous? Les premières réformes qui doivent intervenir dans l'organisation de nos élections, c'est d'abord la restructuration des partis politiques. Il faut que la CENI demande au ministère de l'Intérieur de bien restructurer les partis politiques et que tous les politiciens soient convaincus de ce qu'ils font. Parce que les partis politiques, ce sont tels pouvoirs, pas d'abord pour la présidence, parce que la présidence, même un indépendant peut prendre le pouvoir et il gère librement comme Kabila l'a fait, il était un candidat indépendant. Mais pour les partis politiques, ne peut gérer que la majorité. Vous voyez? Et au Parlement, les partis vont chercher des sièges. Donc leur majorité est la majorité des sièges et non des voix. C'est pourquoi vous avez entendu les difficultés que nous avons actuellement avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui fait qu'on ne sait plus quel est le parti qui a quel siège. Donc nous n'avons plus de partis politiques au Parlement. Alors, mais si les partis étaient vraiment très bien structurés,
on ne pouvait pas arriver à des conséquences comme nous les avons aujourd'hui. Donc les premières réformes, c'est les réformes concernant les partis politiques et les listes à déposer à la CENI. Il faut qu'on peaufine bien la réflexion sur ce qui concerne les listes, comment les gens doivent se présenter et les partis politiques doivent y travailler. Ça, c'est la première des réformes. La deuxième des réformes, c'est de voir comment les résultats, déjà imaginer comment les résultats peuvent être acceptés, les résultats. Parce que même nous qui sommes professeurs d'université, ce n'est pas l'enseignement lui-même qui fait que vous soyez un bon professeur, mais c'est la cotation, comment vous cotez, comment sont présentés les résultats de vos étudiants, de votre enseignement. Donc il y a d'abord à reformer la structuration avec les ministères de l'Intérieur pour ce qui concerne vraiment les partis politiques. Et deuxièmement, comment travailler avec des candidats et ces partis politiques pour que les résultats ne soient pas contestés. Donc je ne vois pas une autre réforme qui viendrait en dehors de ce qui concerne même les acteurs eux-mêmes. Mais ces acteurs ne sont pas seulement liés à la politique, c'est lié même à la structure de la CENI. Donc la CENI étant responsable des élections, l'organisation des élections, la CENI a les droits et les devoirs, l'obligation en même temps d'aider les politiciens. Il n'est pas obligé de les écouter. Pour quelle raison? Parce que chacun cherche à avoir le pouvoir. Mais on va vous écouter parce que c'est vous qui voulez avoir le pouvoir. Non, on doit écouter la loi et aider les partis politiques à écouter la loi. Merci beaucoup, monsieur le professeur Kipambala Père Photios. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous avoir honorés. Et voilà, comme ça, chers internautes, nous allons déjà devoir chuter. Je dis grand merci à mon partenaire, l'agence Excellentia, spécialisée en organisation et animation de vos événements. Mes chaleureuses salutations à Anaël Amadi qui me suit, à Eunice Amadi également et à tous mes fans. Cher professeur, votre mot de la fin. Je ne dirai pas un mot de la fin parce qu'on pourra quand même se voir. Okay. Je dirais quand même un mot pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, surtout les pouvoirs en place, de ne pas croire que les élections sont un cadeau qu'ils offrent au peuple. Non, ils doivent savoir que de la même manière que nous avons les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, nous avons aussi des structures qui accompagnent tous ces pouvoirs, entre autres la CENI, la Haute Autorité des médias et tout ce qui concerne les droits de l'homme. Il faudrait que chaque structure de l'État puisse travailler conformément à la Constitution. Donc, on ne doit pas interpréter la Constitution comme on l'entend, mais il faut interpréter la Constitution comme les souverains, comment on dit, les législateurs lui-même a dû les faire pour l'élaborer. Donc, nous avons connu des sérieuses difficultés dans ces pays suite aux crises liées à la violation de la Constitution. Depuis Joseph Kabila, on décriait la violation et aussi avec Tshisekedi, on décrit la violation. Mais la difficulté demeure parce que quand il y a une violation, on vous dit non, mais la seule autorité qui peut dire qu'il y a une violation, c'est la Cour. Or, si la Cour corrobore ou collabore avec les pouvoirs destructeurs ou la destruction même d'une certaine violation, ça serait difficile parce qu'en fait, l'exécutif peut arriver à violer, peut-être pas intentionnellement, mais si les pouvoirs régulateurs qui est la Cour constitutionnelle arrive à donner des arrêts qui condamnent même une certaine violation, je ne vois pas que ce soit un acte ridicule. Mais quand on soutient les chefs de l'État, il faut arriver, où on soutient n'importe quelle structure, on doit arriver à faire ce qui est conforme à la loi
Et les chefs de l'État, même s'ils pouvaient ou pourraient violer la Constitution, il aura des réserves en disant que la Cour est là comme une institution autonome qui pourra me mettre en difficulté. C'est la seule chose que je voudrais demander à tous et à chacun, de pouvoir observer la Constitution et les lois du pays. Si nous n'observons pas la Constitution et les lois du pays, nous irons de contestation en contestation et ça ne serait pas chose agréable pour tous les étudiants et pour tous ceux qui aspirent à devenir quelqu'un dans la vie. Je regrette que certains étudiants, quand ils viennent me voir, ils n'arrivent pas à se retrouver parfois dans les arrêts de la cour, parfois dans des décisions administratives. Je leur dis, ok, c'est la morale qui manque parfois ou les principes éthiques et atypiques. Merci beaucoup, cher professeur. Un mot pour la chaîne qui vous reçoit, Excellence TV. Je suis très content de voir qu'il y a même des jeunes qui se donnent la peine de créer. La créativité, c'est ce qui manque chez nous au Congo. Et quand vous avez créé une chaîne comme celle-ci, je voudrais que les gens vous écoutent, parce que vous choisissez les intervenants qui peuvent leur apporter quelque chose de plus pour que nous observions nos règlements, nos lois correctement. À partir de cette chaîne, je crois qu'il faut que vous suiviez, vous qui me regardez, mes étudiants, les fidèles, les collègues, même tous les politiciens, surtout les parlementaires, regardez la chaîne qui est neutre, pas neutre, impartiale, la chaîne impartiale de jeunes gens qui réfléchissent et qui cherchent où trouver la vraie information. Ils pourront aller chez l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable président du Sénat, pour qu'ils donnent leur version de fait, comment ils pensent réformer la CENI. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Chers internautes, nous prenons congé de vous. Coup de chapeau au manager Joshua Manon Poutou-Bonzeke. Merci à toute l'équipe d'Excellence TV sous le haut patronage du directeur général adjoint Le Formidable. Merci à Plamedi Pindi derrière la caméra. Je vous retrouve à la prochaine. C'était votre journaliste par incorporation, Ecclésiaste Koulin Fouka. Au revoir.